Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui bat la mesure sur vos écrans. Délivrez-vous parce que l'intelligence est une urgence. Délivrez-vous parce qu'il faut toujours aménager espace pour l'esprit. Nous allons aujourd'hui parler de motivation. Le pays en a besoin. Nous allons parler de cognition, de psychologie, de réussite. Je reçois un tout jeune. Permettez la première faute de l'émission. Il est mon ancien élève du temps où j'étais fougueux, du temps où je voulais partager toute la culture avec la jeunesse de ce pays. Entre-temps, j'ai dérogé la folie, Satan, j'ai sombré dans autre chose. Je suis sur ce plateau pour faire Délivrez-vous. Allez, je vais me rassembler dans la rubrique Temps Poème. Je n'arrête pas de parlementer pour que vous alliez lire un poète. Il s'appelle Gaston Miron. C'est, à mon avis, le meilleur des poètes que le Québec ait jamais produit. Gaston Miron, L'homme rapaillé, un livre qui a coûté à son auteur plus d'une décennie, 13 ans dans une vie pour écrire L'homme rapaillé. C'est l'un de mes écrivains préférés. Je partage avec vous Tête de caboche. J'espère que dans ce poème, la situation globale de notre pays en ce moment résonnera. Une idée, ça vrille et pousse. L'idée du champ dans l'épi de blé. Au cœur des feuilles, l'idée de l'arbre qui va faire une forêt. Et même fonctionner l'idée du chien-dent. C'est dans l'homme tenu, sa tourmente aiguisée, sa brave folie grimpante. Non, ça ne déracine pas, ça fait à sa tête de travers. Cette idée-là, bizarre qu'on a, tête de caboche. Oh, liberté. Il s'appelle Gaston Miron, c'est disponible à la Pléiade quand vous aurez le temps. Quand Port-au-Prince aura le temps pour ça, lisez donc L'homme rapaillé. Je vais maintenant passer à l'invité du jour avec une courte respiration. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Alors, mesdames et messieurs, il n'y a pas une minute à perdre. Dans le jeu de la vie, 3 types de personnes sont impliquées. D'abord, les spectateurs, c'est la majorité. Ensuite, il y a un groupe énorme, les perdants. Enfin, il y a les gagnants. 3 types d'individus partout dans le monde. Les spectateurs, les perdants, les gagnants. Clemens, bienvenue à Délivrez-vous. Merci D'Angelo, merci pour l'invitation. Et déjà, je dis bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la RTVC. Donc, je pense que je suis bien content d'être là. Ouais, moi aussi, je suis content. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu de psychologie de la motivation. Ça fait longtemps que cette littérature-là est loin de moi. Et tu m'as permis de remettre mes pieds à plein dedans avec Denis Whitley, Attitude d'un gagnant, qui est disponible sur place. On va commencer par le centre névralgique de ce texte. Il y a 3 types d'individus au monde, les spectateurs, les perdants, les gagnants. Toi, Clemens, on va commencer par toi. Tu es dans quelle catégorie?
Bon, je vais oser une parole. Est-ce que je suis un gagnant? Donc, je pense l'être et j'escompte l'être à l'avenir. Mais je pense que être un gagnant, c'est déjà, il faut un mindset. Donc là, je parle d'état d'esprit. Parce qu'il faut un état d'esprit de croissance, il faut un état d'esprit de contribution envers la société. Et là, je suis dans une démarche, je vais dire plutôt, je suis entre deux. Parce qu'avec la situation actuelle, donc il ne faut pas être dans un optimisme prononcé comme quoi tout va bien. Donc, on voit le pays, on sait que ça va pas trop bien. Mais néanmoins, dans mon fort intérieur, je sais qu'il y a du taf, que je dois bosser sur moi-même, que je dois retravailler mes croyances, parce que sans les croyances, il n'y a pas d'acte. Parce que pour qu'il y ait motivation, il faut qu'il y ait croyance. Lorsque mes croyances sont positives, sont guidées vers un but, vers une orientation, donc je pense que ça joue sur ma motivation, ça joue sur mes émotions et ça joue sur mes actes. Donc, et je pense que c'est à partir de ce cadre-là que je peux être un gagnant. Mais je travaille pour être un gagnant. Quand nous parlons de développement personnel, c'est l'objet de cette émission. Quand nous parlons de psychologie de la motivation, est-ce que tu peux dire à un jeune de 20 ans qui te regarde là maintenant, pour taquiner Sito Kavé, de quoi s'agit-elle? En fait, lorsqu'on parle de développement personnel, déjà, il faut voir la connaissance de soi. Parce que nombre d'êtres humains ne se connaissent pas réellement. Parce que trop souvent, on s'identifie à nos pensées, on s'identifie à nos expériences antérieures et trop souvent, on s'identifie à nos émotions. Et déjà, certains pensent qu'il n'y a pas un penseur, il y a des pensées. Parce que les psychologues disent que nous avons entre 60 000 et 70 000 pensées par jour. Mais est-ce qu'on peut être 60 000 et 70 000 personnes à la fois? Je ne pense pas. Donc il y a les pensées, il y a l'individu en soi, il y a le penseur, il y a les pensées. Mais est-ce que nous sommes les pensées? Non, mais pas du tout. Donc lorsqu'on parle de développement personnel, il faut qu'il y ait cette connaissance-là. Ok, j'ai des pensées, je pense, mais est-ce que je suis ces pensées-là? Non, je ne suis pas ces pensées-là. Est-ce que je peux agir sur ces pensées? Bien entendu, je peux agir sur ces pensées. Mais comment agir sur ces pensées? Pour agir sur ces pensées, il faut déjà savoir que ce sont uniquement des pensées. Donc moi, en tant qu'individu, je dois travailler d'abord sur mon vécu en tant que personne, sur mes fréquentations. Je vous ai connu en seconde et je pense que c'est une fréquentation qui m'a beaucoup aidé. Vous m'avez permis de connaître que ce soit Michel Onfray, Tariq Ramadan et le désamour aussi. Ça m'a servi dans mes relations sentimentales et je pense que mon développement personnel, il est parti de là. Donc, une connaissance de moi-même en tant qu'individu. Pourquoi j'aime, pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela, pourquoi je vais à l'école. Là, je me questionne, je me vois en train de faire quelque chose. Pourquoi je le fais? En fait, le développement personnel, il part de là. Pourquoi on le fait? Qui on est? Où est-ce qu'on peut aller? Qu'est-ce que j'approuve? Qu'est-ce que je veux qu'on dise de moi après mon passage sur la Terre? On veut prendre le cas de Michael Jackson. Aujourd'hui, tout le monde parle de Michael Jackson. On peut parler de Toni Morrison, Thomas Edison. Tout le monde parle de Thomas Edison, le gars qui a inventé l'ampoule électrique et tout. Après 10 000 essais, on peut parler de lui. Donc, c'est un développement personnel. Il se connaît, il va au-delà de lui-même. Donc, quand nous parlons du développement personnel, de la psychologie de la motivation, nous sommes dans le fait qu'un individu se prenne en main et décide de se développer pour faire de son développement un levier de développement pour le collectif. Eh bien oui, parce qu'il y a un auteur qui a dit un jour, je ne me souviens pas trop du nom de cet auteur-là, celui qui construit un homme construit l'humanité. Parce que D'Angelo est en interaction avec les autres. Si D'Angelo change sa personne, il y a d'autres personnes qui vont entrer en interaction avec D'Angelo. Et D'Angelo, à travers son discours, à travers son savoir et à travers sa façon de s'imposer, il va changer ces autres-là. Et ces autres-là vont être en interaction avec d'autres. Comme l'aurait dit Youssoufa, envoie ce son à 3 personnes de ton entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, et ainsi de suite. Donc, je ne suis pas seul, je ne vis pas en vase clos. Il y a d'autres gens qui sont avec moi. Donc, si je me développe, ces autres-là vont se développer aussi. Donc, d'où l'importance du développement personnel, de la prise en charge de soi-même. Nous sommes à la page 22. Le talent ne coûte pas cher. Ça s'achète, ça se recrute. C'est partout. Le monde est plein d'alcooliques talentueux. Je salue mon ami Béonard sur cette phrase. L'éducation coûte cher, mais elle s'achète et se loue si vous avez le temps et l'argent. Achetez-vous des baccalauréats, des maîtrises et des doctorats. Tapissez-en votre salon. Mais le monde est plein d'épaves instruites, incapables d'apporter leur appui à qui que ce soit. Ce n'est pas l'aptitude, mais bien l'attitude qui est la clé du succès. On va déjà poser ces deux concepts, Clevens.
ce n'est pas l'aptitude, mais bien l'attitude qui est la clé du succès. Beaucoup auraient pu penser, si j'ai un baccalauréat en cinéma, donc j'ai une aptitude à filmer, j'ai une compétence, c'est par cette compétence-là, par cette aptitude-là à filmer, que je peux avoir du succès. Mais voici que ton auteur nous dit, ce n'est pas l'aptitude, mais c'est l'attitude qui est la clé du succès. Comment toi, tu poses la ligne de nuance entre l'aptitude et l'attitude? En fait, lorsqu'on parle d'aptitude, on parle d'une capacité, je pourrais dire, innée de l'être humain. Mais l'attitude, c'est autre chose. Parce qu'on peut beau être intelligent, parce que je crois qu'il y a un auteur qui parle « Avaler le crapaud », c'est un texte de Brian Tracy, qui fait la différence entre un génie qui a plusieurs projets, le gars il sait qu'il est intelligent, et un autre gars, lui, il bosse durement. Le gars se dit, moi j'ai quelque chose à faire, je dois le faire, il n'y a pas de temps à perdre, il n'y a pas une minute à perdre. Là, c'est une attitude. Il y a tout un savoir-être chez cet individu-là. Cet individu sait que le temps passe. Donc, ça passe très très vite. Donc là, je dois prendre en main ma vie. C'est ça l'attitude. Alors que l'individu là qui est dans l'aptitude, il est tout simplement intelligent. Il a une compétence. Mais néanmoins, cette compétence peut s'effriter avec le temps. D'Angelo, le monde va vite. Le monde bouge. S'il ne sait pas comment utiliser sa compétence, donc son aptitude. Donc au fait, si tu veux savoir faire, si tu es opérateur radio, avoir cette compétence-là ne suffit pas. Il faut faire un bon usage de sa compétence. Bien entendu, parce là, nous sommes dans l'attitude. Bien entendu, parce qu'on a des concurrents. On n'est pas seul dans le monde d'Angelo. Si on était seul, je pourrais dire, bon, avec l'aptitude et tout, on pourrait réussir. Mais dans un monde où tous les individus essaient de réussir, où tout le monde veut donner sa part dedans, où tout le monde veut contribuer, veut être quelqu'un, veut être vu, veut gagner sa vie. Donc, je pense que l'attitude, ça compte. On peut me prendre un exemple, non pas que... Parce que je me rappelle, il y a eu un examen et tout. J'ai la compétence pour l'examen, j'aurais pu réussir l'examen avec brio, mais néanmoins, je ne m'étais pas préparé. Et sur la feuille d'examen, mon cœur battait la chamade et j'ai tout foutu en l'air. Et après, je me suis dit, mais putain, mais j'aurais pu réussir l'examen. Et les autres élèves ont eu beaucoup plus de notes que moi. Donc, les autres ont eu, je ne sais pas, 70, 80, moi j'étais dans le 50, 60. C'était un peu décevant. Mais j'avais l'aptitude. Eux, ils avaient l'attitude. L'attitude, voilà, ils travaillaient sur eux-mêmes. Ils savaient qu'ils n'avaient pas de temps à perdre, Donc, l'attitude serait un état d'esprit de gagnant aussi. Donc, quand quelqu'un va passer un entretien d'embauche, beaucoup disent qu'ici, il y a beaucoup de chômage, je n'en disconviens pas, mais l'attitude serait, quand vous allez passer un entretien d'embauche, il faut être sûr de soi-même. Là, nous sommes en train de visiter les attitudes du gagnant. L'une des attitudes d'un gagnant, c'est l'estime personnelle. Il faut se prendre en main, se prendre au sérieux, reconnaître ses compétences et ne jamais arrêter de travailler sur soi-même, Clevens. Oui, je pense que c'est ça l'attitude, parce que comme l'a dit Denis, il y a plusieurs. Lorsqu'il parle de l'attitude du gagnant, il y a 10 termes clés. Il y a l'optimisme, il y a la plénitude positive, il y a aussi l'auto-orientation, il y a la discipline personnelle. Mais lorsqu'on parle précisément de l'attitude du gagnant, c'est un gars qui sait, bon, je vis dans un monde, comme je l'ai dit tantôt, qui va vite. Donc là, je dois travailler sur moi-même en quelque sorte. Parce que dès lors que je me présente à l'autre, l'autre cherche quelque chose chez moi. Mais si je n'ai rien à offrir, si je n'ai aucune, comme vous le dites souvent, aucune plus-value, aucune valeur ajoutée, là, je rate tout. Donc, à travers l'attitude du gagnant et à travers l'attitude du gagnant, l'estime de soi est quelque chose qui en résulte. Parce que pour qu'il y ait estime de soi, il faut qu'il y ait confiance en soi, il faut qu'il y ait connaissance de soi. Sans connaissance de soi et sans image positive de soi, il ne peut y avoir, sans image mentale positive de soi, il ne peut y avoir estime de soi. On va rentrer justement dans ces attitudes. Ce que Denis pose également comme principe, c'est que tous les êtres humains sont dans 3 cercles. Hein. Donc, le cercle le plus grand, c'est le monde qui vous entoure. Il comprend les multiples influences extérieures qui agissent sur vous et sur lesquelles vous agissez. Dans ce domaine extérieur, prennent place vos activités professionnelles, sociales, familiales, éducatives et récréatives. Et ça en prend de la place. Donc, pour être très pédagogue, on va faire un cours carrément pour les gens qui regardent cette émission. Lorsqu'ils sont au monde, ils ont un premier cercle. Ce premier cercle, c'est un peu ce qu'ils ont comme capital social. C'est-à-dire leur travail, leur famille et leurs amis et leurs activités récréatives. Deuxième cercle, ça renferme l'être physiologique, la peau, les os, les cellules, les membres, les muscles. Donc le deuxième cercle, c'est notre masse biologique.
Mais là où tu vas intervenir, Clevens, c'est dans le troisième cercle, qui est le cercle intérieur, qui est le plus petit et est en réalité le plus important. Donc dis-nous, Clevens, ce cercle intérieur qui contrôle nos actions et nos réactions, notre univers mental et spirituel, pourquoi est-ce le cercle le plus important? Bon, déjà, c'est un cercle important parce que notre réussite, parce que pour parler de réussite ou pour parler d'échec, pour parler de contribution à la société, il faut qu'il y ait déjà un travail sur soi-même. Parce que c'est important, parce que tout dépend de mon cerveau, tout dépend de mon esprit. Parce que je me souviens avoir visionné un film très intéressant. Dans ce film, on nous dit que tout se joue dans l'esprit. La résolution de tout problème se trouve dans l'esprit. Donc, dès lors que mon esprit n'est pas préparé, dès lors que je ne travaille pas sur mon esprit, je n'éduque pas mon esprit, je ne fais pas grandir mon esprit, on peut dire que je vis comme un légume. Alors, Clevens, ça part de l'esprit ou tout ça va se résoudre avec l'esprit? La solution part de l'esprit. À un moment, il faut un praxis. Il faut passer à l'action à un moment, non? Ben oui, mais pour passer à l'action, il faut la motivation, il faut de l'énergie, parce que la motivation, c'est comme de l'énergie. S'il y a un individu qui est en manque de dopamine, la dopamine, c'est un neurotransmetteur, et la dopamine crée la motivation chez l'individu. On peut prendre un individu qui est en dépression chronique. Cet individu, il n'est pas motivé. Là-dedans, ça ne répond pas du tout. Il y a l'amygdale qui part. Il y a son néocortex, le néocortex qui est la zone du cerveau qui nous prépare pour le raisonnement, le langage, la pensée, les facultés cognitives d'une certaine façon. Mais dès lors que le néocortex est bloqué, lorsqu'on est dans une dépression, le néocortex est bloqué. Donc il n'y a pas de motivation, le système limbique est Oui, il y a un dérèglement hormonal. Il y a un dérèglement et tout. Du coup, on n'est pas productif. Voilà, l'individu, il n'est pas motivé, l'individu, il ne peut pas produire. Il y a l'individu, bon, si jamais c'est un écrivain, il a le syndrome de la page blanche, il ne peut pas écrire, il ne peut pas produire, rien ne peut sortir de lui. Et s'il est chauffeur de taxi, chauffeur de camionnette, s'il n'a pas de motivation, s'il n'a pas de booster, si ses batteries intérieures ne sont pas rechargées, ça va partir en catastrophe. Bien entendu. Tu me dis, Clevens, du moins par le biais de Denis, l'attitude, voilà la réponse. Mesdames et messieurs, pour se sentir physiquement bien et faire du bien autour de soi, il faut se remplir la tête de pensées constructives, non pas de quelques dictons superficiels, mais par l'étude sérieuse de nouvelles réponses saines aux stimuli de la vie. Donc il ne suffit pas de se dire je vais bien, je vais faire de grandes choses dans la vie, j'ai un projet, je vais créer une chaîne de restaurants, je vais lancer une école de cinéma. Les pensées constructives, les énoncés définitifs préfabriqués ne suffisent pas. Il faut vraiment vivre dans cette pensée constructive et à ce moment-là, vous allez faire du bien à vous-même et autour de vous-même. Nous sommes en train, mesdames et messieurs, d'explorer avec mon invité Clevens, qui est étudiant en gestion des affaires, les attitudes d'un gagnant. Et dès lors qu'un gagnant existe, nous pouvons être 12 millions de gagnants et ces attitudes positives peuvent nous aider à dégager des solutions par rapport aux crises qui ravagent notre cher Haïti. Vous êtes sur la bonne fréquence, ça s'appelle la télévision Caraïbe. Nous sommes motivés à un point tel que nous allons respirer. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez toujours Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Aujourd'hui, nous parlons de développement personnel, nous parlons de la psychologie, de la motivation. Nous sommes dans l'univers de Denis Whitley, attitude d'un gagnant,
je reçois Clevens, qui est un excellent lecteur de ses ouvrages liés à la psychologie de la motivation. Il est également étudiant en gestion des affaires. Je porte une chemise fly tie, c'est mon tailleur, c'est un gagnant. Et justement, parmi les attitudes d'un gagnant, la première est la suivante, la conscience de soi. Les gagnants sont plus conscients. Ils vivent avec une conscience aiguë d'eux-mêmes. Ils sont conscients de leur peu de connaissances en quoi que ce soit. Ils savent que ce qu'ils connaissent est influencé par leur hérédité et leur environnement. Les gagnants veulent apprendre, surtout sur leurs possibilités de contribution à la qualité de la vie. Ils sont très conscients de l'abondance qui les entoure. Les gagnants sont honnêtes, non seulement avec l'argent ou les confidences des autres, mais aussi avec eux-mêmes. La conscience positive de soi-même, c'est l'honnêteté intellectuelle. Les gagnants admettent leur potentiel et sont conscients du temps et des efforts requis pour le réaliser. Ce qui fait qu'un gagnant Clevens, ce n'est pas quelqu'un qui est plein de lui-même. Un gagnant n'est pas un narcissique. Ce n'est pas quelqu'un qui se dit dans le monde, il n'y a que moi qui sois intelligent, je suis le meilleur de tous les hommes. Le gagnant, il a une conscience aiguë de lui-même, il reconnaît ses compétences et aussi ses incompétences. Bien entendu, parce que le gagnant, ce n'est pas quelqu'un, comme vous l'avez dit, qui a une pleine suffisance de lui-même, comme quoi je suis monsieur je sais tout, ou là la science infuse, non mais pas du tout. Le gagnant, il sait qu'il est limité. Le gagnant, il sait qu'il doit travailler sur lui-même. Le gagnant, il sait qu'il n'a pas la connaissance de tout. Le gagnant, il sait qu'il a besoin des autres pour avancer. Parce que seul, je ne pense pas qu'on puisse avancer. Donc, il y a l'adage haïtien qui dit « l'union fait la force ». Donc, c'est avec D'Angelo, on peut faire un bras de fer et avancer. Donc, lorsqu'on est gagnant, il faut cette conscience-là, il faut cette probité intellectuelle que de ne pas se prononcer sur des sujets dont on ignore, parce qu'il y a d'autres qui nous écoutent, il y a d'autres gens qui peuvent avaler comme tout de go ce qu'on dit. Donc lorsqu'on a une conscience positive, lorsqu'on a une conscience aiguë de soi-même, on sait qu'on est limité. Donc lorsqu'on sait qu'on est limité, on sait qu'il y a du travail à faire. On doit travailler sur soi-même, sur sa communication, la façon de parler avec les autres. On doit travailler sur ses habitudes, parce qu'il nous faut des habitudes. C'est Aristote qui disait que nous sommes ce que nous faisons avec récurrence. Parce que la personne qu'on est aujourd'hui est le fruit des habitudes que nous avons eues antérieurement. Sans les habitudes, nous ne sommes personne. Nous sommes ce que nous faisons. Maintenant, les perdants, Clevens, les perdants sont durs, froids, fermés aux nouvelles idées et opportunités. Je connais beaucoup de gens qui n'acceptent aucune idée qui diffère de leurs idées. Il y a des gens, tu leur dis c'est impossible de voyager dans un laïer. Ils te disent, oui, on peut voyager dans un laïer. J'ai rencontré quelqu'un devant la télé avant hier soir qui vendait du lambi. Le gars, il croyait dur comme fer qu'on peut voyager sur un laïer. Donc, le perdant, il est fermé aux nouvelles idées. Il est fermé aux opportunités. Il ne prend pas de risque, un perdant. En fait, ce n'est pas de sa faute, parce que là, il y a toute une configuration neurologique. Lorsque vous dites que le gars, là, il n'est pas ouvert aux nouvelles idées, c'est Joe Dispenza qui le dit dans un texte assez intéressant, faire évoluer votre cerveau, parce que la personne a des connexions cérébrales qui sont nettes. Parce qu'au cours de notre vie, nous amassons des données, nous rassemblons des informations. Lorsque là-dedans, il y a plusieurs données qui nous disent qu'on peut voyager, comme vous l'avez dit, dans un laïer, la personne, tout carrément, il va vous dire qu'on peut voyager, comme vous l'avez dit, dans un loyer. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Là n'est pas la question. La question tient sur la croyance de l'individu. La culture intervient, la religion intervient, en effet. Mais voilà, et il y a là aussi le dogmatisme. La personne n'est pas du tout sceptique. Tu lui dis quelque chose, mais voilà, c'est ce qu'il retient. On peut prendre le cas des religieux. Chaque personne dit, moi, j'ai la vérité universelle. Ma religion, elle est la bonne. Si tu prends un adventiste, le gars va te dire, ben, c'est le Shabbat. Tu prends un témoin de Jéhovah, il va te dire, ben voilà, Jésus n'est pas Dieu. Tu prends un protestant ou un catholique, il va te dire, il va te parler de la Trinité. Chaque personne a sa croyance, chaque personne a sa configuration neurologique, la façon dont on l'a éduqué. Et cette vision du monde n'est pas innée. Cette vision du monde nous a été inoculée par notre environnement. Donc si Jésus est une superstar en Haïti, c'est parce que la société haïtienne a posé Jésus comme superstar.
on peut le dire, parce que si vous allez en Arabie Saoudite... Jésus n'est pas la vedette. Ben non. En fait, on ne va pas dire que Jésus n'est pas la vedette, parce que on reconnaît Jésus comme un simple prophète. Si tu penses que j'ai des amis musulmans, parce que j'aime me lier d'amitié avec les gens qui sont de religions diverses, comme ça je peux avoir une... Non, tu es dans l'ouverture d'esprit. Mais voilà, là je peux avoir une vision panoramique de la chose. Donc en Arabie Saoudite, ben non, il n'est pas le Messie, tout simplement. Aux Émirats Arabes Unis non plus. Non, pas du tout. Le Yémen, Jésus n'est que... Jésus, ils font Jésus, mais quand même... Non, c'est pas ça, non, c'est un simple prophète. Ouais. Mais ils respectent Jésus, parce que selon eux, Jésus, c'est un prophète d'Allah. Donc Jésus, dans la tradition islamique et tout, Jésus, Abraham et tout, Moïse, ben voilà, ce sont des serviteurs d'Allah. Pour eux, bien entendu, mais pour un chrétien, il va te dire que Jésus, c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce que je voulais que les gens comprennent, il ne faut pas être un perdant dans la vie. Il ne faut pas s'enfermer sur ses idées préconçues. Il ne faut pas se dire ce que mes parents m'ont toujours appris, c'est vrai. Certaines fois, c'est vrai, mais certaines fois, c'est exagéré. Il faut faire attention. La conscience de soi, c'est la première attitude d'un gagnant, consiste à réaliser que chaque être humain a un droit égal de réaliser son potentiel dans la vie. Le perdant, il est jaloux du succès des autres. Mais le gagnant, qui a une pleine conscience de lui-même, lui, il est conscient que tous les êtres humains ont le droit entier de réaliser leur potentiel. Mais celui qui déteste les autres, Clemens, qui est jaloux du succès du voisin, qui est jaloux du succès de son ami, il est un perdant. Ben oui, on peut le dire, mais on doit se poser la question, mais d'où vient cette jalousie-là? Est-ce que c'est parce qu'il est réellement un perdant? Je ne le pense pas, parce qu'il y a des gagnants qui sont jaloux. Parce que on peut dire, la personne peut être un gagnant, mais néanmoins, il y a des qualités qu'il n'a pas. Parce que lorsque on donnait le ballon d'or à Lionel Messi, donc à un certain moment, Cristiano, il était tout vexé. Le 4e ballon d'or à Lionel Messi, mais pour autant, Cristiano Ronaldo, c'était un gagnant. Il avait eu son premier ballon d'or, je crois, en 2008. Mais pour autant, après Messi a eu 4 ballons d'or consécutifs. Mais Cristiano, à un certain moment, le gars, là, il y avait la tristesse dans l'âme et tout. Le gars s'est dit, mais plus jamais je ne mettrai les pieds ici. Mais ensuite, il a travaillé, il a eu 2 ballons d'or. Mais là, il y avait un petit côté jaloux. Mais les perdants ne sont pas toujours, les perdants ne sont pas toujours des jaloux. Il y a des gagnants qui sont parfois jaloux. Je le dis parfois, mais pas tout le temps. Parfois jaloux. Alors, est-ce que là, c'est de la jalousie ou c'est un peu un esprit de concurrence et de performance? Et là, nous sommes dans le challenge. Celui qui est jaloux, il estime que tu n'aurais pas dû être à cette place-là. Mais il ne va pas forcément travailler pour être à la place. Lui, il veut te descendre, il veut t'abattre, il veut que tu disparaisses. Voilà, c'est une toute nouvelle mentalité. Oui. Parce qu'il y a des gens, parce que lorsqu'il y a quelqu'un d'autre qui gagne, parce que l'être humain en soi, il y a l'ego, le moi. Je me vois en avant, tout doit m'appartenir. Donc c'est inhérent à l'être humain que de jalouser l'autre, parce que tout le monde est jaloux à un certain moment. On peut prendre le cas de quelqu'un qui a un partenaire. Donc voilà, j'ai mon conjoint, ou je ne sais pas, il y a ma conjointe, donc toi tu causes avec ma conjointe, mais naturellement je vais être jaloux, parce que je vais me dire, mais pourquoi il parle avec ma conjointe? Mais je trouve que c'est là, pour ouvrir une parenthèse dans cette émission par rapport à la jalousie pour son conjoint ou sa conjointe, je trouve que dès lors qu'on est jaloux, ça traduit qu'on n'a pas une attitude de gagnant qui est l'estime de soi. Si tu es sûr de toi, de ton amour, de la force de ta relation avec une femme ou un homme, pourquoi tu serais jaloux ou jalouse que cette personne-là développe une relation parallèle? Moi, je suis dans une vision de l'amour, il faut laisser l'être aimé libre. Quand tu aimes un oiseau, Clemens, il ne faut pas le garder en cage, il faut le laisser en liberté. Si tu aimes une femme, laisse-la libre. Bon, en fait, pas nécessairement. Les relations humaines ne fonctionnent pas ainsi. Comme je l'ai dit tantôt, c'est inconscient, c'est à un niveau subconscient. Parce qu'on n'est pas conscient de sa jalousie. On va pas se dire, bon voilà, je vais être jaloux lorsque je les vois ensemble. Donc il y a une impulsivité, il y a une réaction intérieure qui se déclenche rapidement lorsqu'on voit son partenaire avec quelqu'un d'autre. Prenons le cas de l'oiseau. Non, je ne peux pas laisser l'oiseau en pleine liberté. Parce que la liberté en soi, la liberté en soi est relative. Est-ce que c'est comme si vous dites à un parent, bon voilà, tu vas laisser ton gamin comme ça traîner partir. Mais non, on doit garder un œil sur son gamin parce qu'il peut se blesser, il peut casser un objet. Donc on ne peut pas accorder la liberté pleine et entière. Mais si l'enfant se blesse, c'est bien, l'enfant apprend de la vie. Il apprend que dans la vie, on sait se blesser.
Mais si tu protèges ton gamin, il se blesse jamais. Quand à 25 ans, il prend sa première baffe, il va se suicider. Parce qu'il n'a jamais eu de secousse dans la vie. Mais néanmoins, je pense que dès lors qu'on peut prévenir, qu'on peut éviter, je pense que ça c'est intéressant. C'est comme si vous laissez, par exemple, D'Angelo, il sort, il laisse chez lui et tout, il se dit, bon voilà, je vais traverser la rue, comme ça je vais ignorer les voitures et comme ça je vais apprendre de cet accident-là. Non, mais pas du tout. Parce que si je peux éviter quelque chose, autant l'éviter. Bon, si voilà, il y a un accident, d'accord, là il y a un accident, j'apprends de cet accident. Là, mais dès lors que je peux éviter, j'évite. Là, tu me fais penser à un fait de mythologie. Dans un livre de mythologie que j'ai lu quand j'étais enfant, il y a un dieu qui a mis dans un jardin un fruit défendu. Et c'est un dieu qui est omniscient, donc il sait tout. Donc il savait que les gens allaient manger le fruit défendu, mais il n'a pas évité le danger, hein. Il a mis le fruit défendu. Après, il a dit aux gens, vous avez mangé le fruit défendu, je vais vous punir quand même, hein, parce que là, ce n'était pas dans le jeu. C'est une parenthèse pour dire que des fois, il y a même des dieux. Ça, les hommes croyaient ça il y a longtemps. Hein. C'était vers 2019. Les hommes croyaient que ça pouvait vraiment se faire. Mais là, nous sommes en 3019. Les croyances ont évolué. C'est comme pour Zeus, Athéna, ils sont tous morts. Mais pour en revenir à l'estime de soi, je te taquine très rapidement. Et tu me dis, du moins, et Denis Whitley, deuxième attitude d'un gagnant, c'est l'estime de soi. Et il donne beaucoup de conseils. Il dit, les gagnants sont profondément conscients de leurs valeurs. Ils savent que, contrairement à ce qu'on pense généralement, ce sentiment d'acceptation ou de mérite personnel n'est pas forcément l'héritage de parents sages et aimants. Il insiste beaucoup sur le facteur héréditaire. Est-ce que tu penses que l'hérédité, toi qui es très intéressé par les études sur le cerveau, est-ce que tu penses que l'hérédité a quelque chose à voir dans notre vision du monde? Oh que si. Parce que lorsqu'on parle de l'hérédité, déjà, il y a une mémoire biologique. Parce que notre corps, c'est déjà une mémoire. Parce qu'il y a des personnes qui sont nées, et ces personnes-là sont réactives. Ces personnes-là sont rapides d'esprit. Je connais des gens, par exemple, il s'appelle Kim Peek. Ce gars-là, il a mémorisé plus de 12 000 livres. Donc là, si tu te mets à côté de ce gars-là, tu ne vas pas mémoriser 12 000 livres. Le gars, il a mémorisé plus de 12 000 livres. Mais malheureusement, le gars, il est décédé. Son cœur a grossi beaucoup plus que son cerveau. Malheureusement, il n'a pas survécu. Mais il y a des gens, grâce à leur hérédité, ils sont beaucoup plus intelligents que d'autres. Si tu te mets à courir, par exemple, avec un Kenyan, lorsqu'il y a des marathons et tout, non, tu ne vas pas... Non, là, tu n'es pas dans l'hérédité, là, parce que tu es dans l'environnement, comment l'environnement peut influencer sur les gens. Moi, l'hérédité, c'est quand si... On va prendre l'exemple de quelqu'un qui travaille ici. Alphonse ici, qui est réalisateur, son fils ne sera pas forcément réalisateur. Tu vois, si Greg Boule, qui gère le son ici, il est ingénieur en son, l'enfant de Greg Boule ne sera pas forcément ingénieur en son. Il n'aura pas la compétence de son papa. Son papa ne peut pas lui donner ça dans les gènes. Il aura une autre profession. Des fois, ça arrive qu'on fasse le métier de son papa. Mais ce n'est pas automatique. J'aurais bien aimé que mon fils devienne chroniqueur littéraire, mais ce n'est pas donné. Parce que la mère aussi intervient. La mère aussi met son bagage héréditaire dans le micmac de l'ADN. Mais pour en revenir maintenant à l'estime de soi, conseil qu'on donne aux gens pour fermer cette deuxième séquence, acceptez-vous tel que vous êtes, imparfait, changeant, évolutif et valable. Le fait de vous aimer et de vous considérer comme un type comme ça, à votre façon, n'est pas forcément une attitude égotiste. En plus d'être fier de ce que vous faites, et ce n'est même plus important, réjouissez-vous, mesdames et messieurs, d'être cette personne unique simplement parce que vous êtes en vie. Voilà ce qu'il faut faire, hein. Se réjouir d'être vous-même, se réjouir d'être la personne que vous êtes avec vos qualités, avec vos défauts, vos imperfections et vous dire que je vais œuvrer pendant toute ma vie pour m'améliorer, pour être utile à ma communauté. Vous suivez des livres et vous, attitude d'un gagnant, Denis Whitley, Clement, c'est sur le plateau, gardons bonheur, on respire. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe
que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous, c'est Gamin qui fait office de réalisateur. J'adore son prénom, Gamin, et pourtant, il n'en est pas un. Il réalise une émission avec talent, grâce et élégance. Il est donc un gagnant, il a les attitudes d'un gagnant. J'en reviens justement à ces attitudes. Nous avons comme première attitude d'Angelo Seper, ça s'appelle les galères du direct, la conscience de soi, l'estime de soi, la maîtrise de soi, la motivation positive, l'optimisme. Donc arrêtez de voir tout en noir, arrêtez de vous morfondre sur votre sort. Une image mentale positive de soi. Apprenez à bien vous regarder mentalement. L'auto-orientation. Orientez-vous, trouvez-vous des pistes, inventez votre avenir. Et la discipline personnelle. C'est là que j'allais en venir. Oui, il faut s'ériger tout ce profil-là, ce travail sur soi-même, mais sans la discipline personnelle, qu'est-ce qui se passe? J'adore ton auteur lorsqu'il dit « Bien des gens définissent la discipline comme se priver de ». Est-ce que la discipline pour toi, c'est ça? Est-ce se priver de quelque chose? Mais dans la vie d'Angelo, pour obtenir quelque chose, il faut se priver d'autre chose. Donc aujourd'hui, nous sommes à Délivrez-vous, c'est parce qu'on s'est privé d'autres choses, on s'est privé de certaines distractions pour parler de choses sérieuses, pour parler de choses conséquentes et importantes. Donc la discipline personnelle, oui, il faut se priver de certaines choses. Et c'est là qu'on va parler de l'ordre des priorités. Il y a des choses dans la vie qui sont importantes, mais la priorité des priorités, il faut la priorité des priorités. Donc la discipline personnelle, d'une certaine façon, bon, je pense que là, je ne suis pas trop d'accord avec Denis Wetley, parce que en tant que lecteur, il faut être critique aussi, je ne vais pas avaler tout ce qu'il dit. Donc voilà, donc la discipline personnelle, il faut se priver de certaines choses. Quelqu'un qui était fumeur par le passé, le gars se dit, bon, je ne veux plus être fumeur et tout. Donc là, il va se priver de la cigarette. Il va se priver de cet environnement qui le contraignait d'une certaine façon à fumer. Donc il se prive de cet environnement-là. Donc il est quelqu'un d'autre. Tu penses que c'est important pour obtenir de grandes choses dans la vie? Tu penses qu'il faut se priver de petites choses? Ben oui, mais est-ce qu'il faut vraiment se priver de petites choses? Parce que pour faire des grandes choses, il faut faire des petites choses de façon extraordinaire. Donc en fait, c'est ce qu'on dit dans le développement personnel. C'est une accumulation de petites choses qui donne une grande chose. Bien entendu, parce que c'est ce qu'on appelle en fait un effet boule de neige. Donc tous les jours, je me lève et voilà, 30 minutes, je me consacre durant 30 minutes à l'anglais. Tous les jours. Et je pense que durant 3 ans, 4 ans, 5 ans, ben voilà, je vais être excellent en anglais. Donc là, par exemple, chaque jour, je me consacre pendant 30 minutes à l'anglais. Donc, et dans 5 ans, dans 6 ans, ben voilà, je suis excellent, quoi. Et là, tu estimes que c'est faire acte de discipline personnelle dans le sens que ces 30 minutes-là, tu aurais pu les consacrer à écouter du rabodaï ou à discuter avec ta copine? Ben, en fait, je ne suis pas vraiment contre le rabodaï, parce que parfois, il faut se laisser aller aussi. Donc, nous ne sommes pas des robots. Donc, le corps a besoin de ça. Le corps a besoin de rabodaï. Ah ben oui, le corps a besoin de rabodaï, de tonomix. En fait, non. En fait, c'est un type. Non, il faut se rabodailler. Ah, j'ai inventé un verbe. Il faut se rabodailler. Ben voilà, le néologisme, quoi. En fait, c'est un type que j'adore. Mais est-ce qu'il faut la distraction à plein temps? Non, je ne pense pas. Parce qu'il faut se lever de très tôt. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je le redis, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ouais, là, je ne suis pas d'accord. Hein. Moi, je me réveille tous les jours à 11h du matin. Vous en êtes certain? 11h du matin, je me réveille. Ah, en fait, peut-être que vous travaillez pour vous-même. Non, parce que je travaille beaucoup la nuit. Donc, je travaille vers 1h, 2h. Pour te recevoir là, par discipline personnelle, j'ai pris ma nuit. Donc, je ne peux pas après me réveiller tôt, à 7h du matin. Tu sais, à la radio, il y a une édition de journal qui passe à 6h du matin. Je n'arrive jamais à écouter le journal pour mi-occasion. Moi, je dors. Je dors à 5h du matin. C'est toujours les gens qui me rapportent. Ah oui, ils ont dit ça. J'ai fait, ah ouais, quand même. Les gens se réveillent pour regarder, pour écouter ça. Mais pour en revenir à la discipline, c'est important de faire cette précision pour les gens. Il a beaucoup parlé des habitudes. Il a dit... Les habitudes commencent par des remarques en l'air, des publicités de revues, des conseils d'amis, des expériences comme de fines étoiles d'araignée de peu de substance. Avec la pratique, les couches, les pensées s'accumulent.
soudés par l'imagination et les émotions, jusqu'à devenir des câbles d'acier trempés. Oui, les habitudes sont des attitudes qui se transforment de fils d'araignée en câbles contrôlant votre vie quotidienne. Donc, une habitude commence par une vague attitude. L'attitude, par exemple, de boire un verre de rhum tous les soirs. Un verre de rhum tous les soirs, c'est léger, c'est pour le fun. Mais quand ça devient systématique, quand tu bois ton verre de rhum tous les soirs, ton estomac va te dire « Ah ben j'ai pris l'habitude moi ». Ah oui, en fait, l'être humain, il fonctionne comme ça parce que lorsqu'on parle d'habitude, déjà pour qu'il y ait habitude, il faut 3 choses. Premièrement, il faut qu'il y ait un déclencheur. Revue de publicité, les dires des autres, notre environnement, ça c'est le déclencheur. Ensuite, il faut qu'il y ait satisfaction parce que pour l'individu là qui sera addicté au rhum, donc il a eu une certaine satisfaction, il s'est évadé d'une certaine façon. Donc après, il faut qu'il y ait routine. Donc il y a déclencheur, donc l'environnement, les gens qu'il fréquente et tout, il y a eu satisfaction. Donc là, en fait, bon, là, il s'est senti plus apaisé et tout. Et ensuite, il a eu routine. Donc, il est retourné au rhum. Donc là, il y a habitude. Parce que les individus, lorsqu'ils fonctionnent, ils fonctionnent à 95% inconsciemment. Donc, un individu, durant sa journée, à 95%, il fait des choses inconscientes. Et les habitudes sont inconscientes. Tout comme lorsqu'on conduit. Lorsqu'on conduit, au bout d'un moment, après 2 ans, après 1 année derrière un volant, tu sais plus ce que tu fais. On ne sait même plus, en fait, c'est le système subconscient qui fonctionne. C'est presque par automatisme. Bien Donc, entendu. c'est ça que devient une habitude. Après, il dit, seule la discipline personnelle peut créer ou briser une habitude. Donc, on peut créer de bonnes habitudes. Toi qui travailles ton anglais 30 minutes par jour, voici une bonne habitude. Quelqu'un qui se donne l'habitude de lire tous les mercredis. Moi, c'est mercredi, lecture, je fais que ça. Les autres jours, je fais autre chose et je lis en même temps. Mais mercredi, je fais que lire. C'est une habitude qui vient d'une discipline personnelle. Est-ce que tu penses que les gens qui regardent cette émission, qui veulent réussir, ne pourront jamais réussir s'ils ne se donnent pas de bonnes habitudes? Ben oui, parce que la réussite d'Angelo, c'est pas de la petite bière. Ouais. En fait, pour réussir, comme l'aurait dit Jacques-Stéphane Alexis, la vie, ma chérie, c'est pas seulement des jambes, des bras et une main. Ouais. C'est avant tout une intelligence. Si on laisse dormir son intelligence, elle se rouille comme un clou et on est méchant. Sans le savoir. Sans le savoir. C'est comme si quelqu'un aime danser, ne danse pas 1 fois par mois. Si tu aimes danser, danse tous les jours. Va sur Internet, regarde les compétitions de danse, cultive ton art. Mais oui, parce que, D'Angelo, le cerveau, c'est comme une sorte d'ordinateur, c'est un robot, c'est un lance-missile. Donc, il te suit. Lorsque tous les jours, comme vous l'avez dit, mercredi, vous lisez, parce que moi, habituellement, je regarde des documentaires, je lis et tout, je suis dans l'astronomie, parfois je suis dans les neurosciences. Et si je passe une journée sans ce documentaire, je ne me sens pas bien. Je vais très mal. Parce que tu as pris cette habitude. Et c'est malgré moi. Et c'est dommage que les gens qui ne prennent pas ces habitudes-là. Il y a des gens qui aiment, si tu veux faire un bar, informe-toi sur les bars. Va regarder comment sont les bars à Dubaï, comment sont les bars en Suisse, comment sont les bars en Autriche, quel est le principe de la décoration intérieure. Il faut que tu te renseignes sur ce que tu aimes. Bien entendu, parce que en fait, on n'a pas ce savoir-là comme ça. Ce savoir-là vient de quelque part. Il faut aller chercher ce savoir. Tout comme moi, j'ai été aller chercher ce gars-là, Denis Whitley et autres gars. Donc, il y a aussi Franck Nicolas qui est un coach intéressant, un coach qui m'inspire tous les jours. Et là, je suis son programme Viva à 110%. C'est un gars qui m'inspire. Avant lui, et je ne savais pas ces choses-là. Donc, les gens ignorent ce dont ils ignorent. Ouais, voilà, donc, absolument. Pour savoir ce que j'ignore, il faut que je me renseigne. Il faut aller apprendre. Il faut éviter comme défaut l'autosuffisance. Il ne faut jamais se dire, moi je sais tout. Mais non, moi je sais faire, on ne peut rien m'apprendre. Il faut toujours être ouvert d'esprit pour emmagasiner de nouvelles connaissances. Bien oui, et ce qui est déplorable, certaines fois, D'Angelo, lorsqu'on apprend, on voit qu'on ne sait rien du tout. Ouais. Parce que parfois, je me sens tellement bête, tellement, non pas pour faire la fausse modestie, je ne suis pas dans la fausse modestie, pas du tout. Parfois, je me sens tellement bête, tellement ignorant, lorsqu'il y a tout ce savoir-là et on se dit, mais putain. Et c'est là qu'on est intelligent. Je vais faire un aveu public à la télévision. Il y a le grand journal anglais The Guardian qui a sorti la liste des 100 livres qui ont marqué le 21e siècle, 100 livres. J'ai toujours lu dans ma vie, j'ai beaucoup lu dans ma vie. Mais sur les 100 livres de Guardian, j'ai lu seulement 22. Je me suis dit, parce que c'est de la littérature anglaise, c'est beaucoup d'auteurs anglais, c'est beaucoup d'auteurs indiens. Je suis beaucoup plus littérature américaine, littérature française, francophone. Je me suis dit, j'ai quand même pas beaucoup lu quand même.
Parce que sur 100 livres, tu n'arrives même pas à faire la moitié. Ça fait beaucoup de chemin encore à parcourir. Et c'est ça qu'il faut que les gens apprennent à faire. Il faut être dans la probité. Et il faut toujours travailler son art. J'insiste sur ça. Si tu es ébéniste, mais travaille ton art. Va voir comment on fait les meubles maintenant chez Ikea, comment on fait les meubles maintenant, comment on les faisait au Moyen-Âge. Inspire-toi. Oui, parce que il y a mes deux amis, il y a Jean Rubens et Bazelet et il s'appelle Léger Berlinski. Ils étaient mes élèves aussi, non? Non, Jean Rubens Bazelet n'était pas votre élève. Et Léger Berlinski, oui, il était au collège des Normaliens Réunis. En fait, nous sommes 3 à travailler sur le cerveau et bientôt, Léger Berlinski, il y a un livre qui va paraître. C'est Étudiant à succès, un livre très intéressant. Et lorsque je discute avec ces gars-là, je me dis, mais le gars, il est beaucoup plus avancé que moi. Et Jean Rubens, qui est un type intéressant, pour moi, c'est un surdoué. Ce gars-là, lorsque je lui parle, je me sens tout petit, quoi. Ouais. Parce que le gars, il a une certaine intelligence de la vie, il a un certain pragmatisme, il a une certaine façon d'appréhender les choses. Toi, tu te dis, mais putain, mais comment il fait? On dirait qu'il est fait pour ça et toi, tu es fait pour écouter. Et il est là-dedans. Et ça dépend aussi d'une hygiène mentale et d'une hygiène physique. Si vous avez des projets, mesdames et messieurs, prenez soin, et il insiste, Denis, de votre santé physique. Il faut vous nourrir. Arrêtez avec les frites, arrêtez avec les marinades, arrêtez avec toute la graisse, les limpides. Il faut manger des fruits, des légumes. Il faut prendre soin de son état physique parce que ça joue aussi sur la santé mentale. Des fois, on se sent mal physiquement et mentalement parce qu'on n'a pas bien mangé. Mais oui, parce qu'il y a aussi cette relation entre le corps et le cerveau. On a des études ont déterminé dernièrement une corrélation entre ce qu'on mangeait et notre humeur. Absolument. Donc, il y a certaines nourritures, lorsque vous les ingurgitez et tout, vous vous sentez de ça va bonne boucher humeur. les artères. D'où, et j'ai beaucoup aimé qu'il parle de ça, on parle de biofeedback maintenant. Le biofeedback, il est possible maintenant de contrôler quelques fonctions qui paraissaient non à notre portée. La température de son corps, par exemple. On peut contrôler les battements de son corps maintenant. C'est par le biofeedback. Et ça, c'est une autre école, c'est une autre technique. Mais pour en revenir à ce que les gagnants font, les gagnants simulent la victoire. Ils s'entraînent comme s'ils avaient réussi. Même ce qu'ils veulent faire n'a jamais été, même si ce qu'ils veulent faire n'a jamais été fait auparavant. C'est comme les astronautes. Quand ils vont partir sur la Lune, ouais, ils se sont entraînés, ils ont travaillé d'une certaine façon pour s'habituer à la pesanteur. Parce que là-haut, il n'y a pas la pesanteur et tout. Tu flottes. Donc voilà, on flotte dans l'air. C'est pour ça que Neil Armstrong, lorsqu'il arrive sur la Lune, il dit... C'est comme si on était à la maison. Comme si on était à la maison. Il s'est beaucoup entraîné. Donc les gens qui veulent réussir dans ce qu'ils font doivent s'entraîner au succès. Si tu veux être un brillant photographe, assieds-toi, visualise ton succès comme photographe et souris. Si tu veux être un excellent cinéaste, assieds-toi et regarde-toi au Festival de Cannes présentant ton film. Il faut apprendre à visualiser son succès, au fait. Il faut anticiper sur son succès. Toi qui veux être homme d'affaires, qui veux être gestionnaire, j'imagine que tu fais ce travail d'hygiène mentale. Tu t'assois et tu regardes ta flotte d'entreprise et tu souris et tu te vois avec ton tailleur, tu circules dans les allées, tu fais ton patron d'entreprise. Oui, en fait, parce que le cerveau ou encore le corps ne peut pas faire la différence entre une situation réellement vécue et une situation imaginée de toutes sortes. Il ne peut pas faire la différence parce que dès lors qu'on se met à penser à cette situation-là, il y a une chimie intérieure. Et à travers cette chimie, le corps se met en mouvement, le corps se délecte de cette chimie-là. Donc c'est pourquoi on nous dit il faut visualiser, il faut simuler. Je me rappelle une fois, j'ai été participer à un tournoi d'échecs, j'avais 11 ans à l'époque et j'avais remporté bien heureusement ce tournoi. Mais je ne savais pas que je ne savais pas que je simulais à l'époque parce que parfois et lors de mon sommeil, j'imaginais tout ça, je faisais des coups dans ma tête et tout, je me voyais jouer, mais je ne savais pas que c'était de la simulation. Tout petit, je savais faire ça, mais je ne savais pas que c'était de la simulation et tout. Lorsque je vais parler en public, il n'y a pas plus stressé que moi. Moi, je stresse et dans ma tête, je vois tout le monde m'applaudir. Ok, là, je vais parler. Mais je suis stressé. Lorsque j'imagine la chose dans ma tête, je me sens beaucoup mieux. Il y a une certaine paix intérieure, tranquillité et tout. Donc je pense qu'il faut de la simulation, parce que de l'imagination, on ne perd jamais. De l'imagination, on ne perd jamais, on se voit gagner. Parce que le cerveau peut faire beaucoup de choses. Comme aurait dit mon oncle Rodrigue Joseph, quand nous sommes en train d'imaginer des choses, nous faisons un saut quantique. Nous sommes à un autre espace-temps. C'est pour ça qu'on peut faire des rêves qui nous mettent dans des univers magnifiques. Mais ce qu'il dit aussi, dans la discipline personnelle, il ne faut pas avoir peur de rêver.
Il ne faut pas construire des rêves qui sont à la dimension d'Haïti. Sortez des 27 750 km². Si vous voulez créer une voiture en Haïti, c'est possible. Si vous voulez inventer, même les Français ont Renault, Citroën, si vous voulez faire une voiture qui s'appelle l'haïtienne, c'est possible. Ou un téléphone qui s'appellerait Caronabo, c'est possible de le faire. Donc les gens ne doivent pas donner de limites à leurs rêves. Et beaucoup en Haïti le font. Beaucoup ne s'imaginent pas dans une voiture neuve. Beaucoup se disent, ah, la maison avec piscine, c'est pas pour moi. Je connais des Haïtiens qui disent, oh, moi-même, mais pas pour moi, ça, c'est pas un grand nègre. Une grande entreprise, les gens se contentent de peu. Les gens doivent avoir un appétit de grandeur. Oui, je pense que oui, vous avez parfaitement raison. Et Joe Dispenza l'a dit aussi dans son texte Faire évoluer son cerveau. Donc l'individu ne peut pas penser au-delà de son environnement. Et c'est pas de sa faute. Ouais. C'est malgré lui, donc il est l'environnement le bloque. Il est victime de son éducation. C'est pourquoi on dit aujourd'hui que la part de l'acquis est beaucoup plus importante et beaucoup plus forte. Il faut se développer. Que la part de l'inné. Bien entendu, il faut aller au-delà de soi-même. Il faut voir plus loin que son nez. Oui. Que le bout de son nez, il faut voir plus loin que ça. Et le nez, si je prends le mien par exemple, il est petit. Hein. Tout comme le mien, donc il n'est pas si majuscule que ça. Si on voit que le bout de son nez, on ne va pas plus loin que ça. Donc arrêtez de vous contenter d'un salaire de 25 000 gourdes. Dites-vous, je peux faire beaucoup plus d'argent que ça. Ce n'est pas un mal de faire de l'argent, ça ne tue pas. Arrêtez de vous dire, cette petite maison est confortable, ça va, 20 mètres carrés, c'est bon. Rêvez d'une plus grande maison. Rêvez et le monde va s'offrir à vous. Merci Clemens. Merci D'Angelo. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous, attitude d'un gagnant. Je vous invite à avoir l'attitude d'un gagnant. Délivrez-vous que j'anime maintenant. J'ai voulu faire cette émission, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans, j'étais à la TNA, je me suis dit je vais faire une émission comme ça. Et je la fais maintenant. Donc rêvez et les choses vont s'offrir à vous. Gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.